Hey, oh, mes paroles valent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi no my stuff. Mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représente, Sect Abdoulaye. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Les murs renversés deviendront des ponts. Dixit Angela Davis. Chaque bêta fait qu'à clairer pour Namio. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir un homme de cœur, un journaliste, un chroniqueur, un manga addict, un philanthrope, l'homme que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Sébastien Abdelhamid. Take a seat. Merci frérot, merci beaucoup de me recevoir, merci pour l'invitation, bonjour à tout le monde, je suis très content d'être avec toi. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir également, plaisir partagé. Merci pour ta réactivité, pour ta disponibilité. C'est normal. On apprécie ici. C'est normal, c'est normal. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter frérot pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr, moi je suis très nul dans tout ça, mais je m'appelle Sébastien Abdelhamid, j'ai 39 ans, je fais beaucoup de choses. Pour résumer, j'ai réussi à faire de quasiment tous mes kiffs, mes métiers. Donc je suis journaliste, je suis animateur télé, je suis producteur, je suis réalisateur, je suis designer et je travaille dans différents domaines, mais particulièrement tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la pop culture, c'est-à-dire le cinéma, l'animation japonaise, le manga, la sneaker, tous les domaines d'activité qui me faisaient rêver quand j'étais petit, et le jeu vidéo, j'ai failli oublier. Donc voilà. Avant toute chose, je kiffe. Voilà. Ça fait plaisir et c'est toute cette lumière-là qu'on a envie d'imprégner. C'est terrible ça. Ce que j'ai l'habitude de faire ici, c'est retracer le parcours, d'accord? Aïe, aïe, aïe. Mais ça va être long, frérot. On a tout le temps ici. C'est ce qu'il faut, on a tout le temps. D'accord. Alors, jeunesse entre Paris et la banlieue rouennaise. C'est ça. Quand précisément. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, cette époque-là? Ouais, bien sûr. Moi, je grandis à Canteleu, Cité Verte, donc c'est la banlieue rouennaise, à 1h15 de Paris à peu près. Mon père habite à Paris. Je vais à Paris dans le 20e toutes les vacances ou presque. Et sinon, vie de cité, de province, grande précarité. Je vais pas faire genre le mec qui vous dit des trucs pour vous faire pleurer, mais c'est bien de savoir aussi le point de départ. Le point de départ, c'est vraiment la misère, sans la fantasmer, sans l'imaginer, sans la broder ou quoi que ce soit. C'est juste la précarité. Je suis pas le seul dans ce cas. C'est-à-dire qu'on a regroupé... Moi, j'étais un cassos. Tu vois, les gens qu'on appelle les cassos, c'est-à-dire mes parents, pas de métier, alcooliques. Mes parents, ma mère et mon beau-père étaient handicapés. Mon père aussi est handicapé. C'était vraiment le cliché qu'on peut avoir de certains trucs, et qui plus est, c'est encore plus accentué parce qu'on n'est pas sur Paris, on n'est pas en banlieue parisienne, on est à l'écart, on est en province, tout le monde s'en fout de nous, tu vois. Et voilà, donc je grandis là-dedans, c'est compliqué, j'ai pas d'éducation à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas de notion de bien ou de mal inculquée par mes parents ou quoi que ce soit. Je suis éduqué avec la télévision, avec les jeux vidéo. Grâce à Dieu, j'avais des consoles de jeux que je pouvais avoir ici et là. Et voilà, j'ai un parcours qui est tellement fréquent, c'est-à-dire je suis pas en échec scolaire, mais je m'ennuie à l'école. Et j'ai pas la tête à... Moi, l'école, j'y vais pour m'amuser. Parce que chez moi, c'est très compliqué. Et j'ai besoin d'une soupape de décompression. Je pars pas en vacances à part à Paris chez mon père. En fait, j'ai rien à faire. Les seuls trucs que j'ai à faire, c'est aller jouer dehors quand je suis petit, jouer au foot avec mes potes, traîner dehors, etc., sans faire trop de conneries, et jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, et après lire des mangas quand ça va arriver. Mais c'est vraiment ça, c'est ça. Et après, j'arrive à Paris, pour être très franc, je décide de partir de Rouen à 17 ans. Je mets un ultimatum à ma mère,
Et je lui dis, en gros, elle choisit entre l'alcool ou moi, tu vois. Mhm. Et je pouvais plus vivre là-bas, c'était trop dur. Et- Voilà. Excuse-moi si je peux rebondir sur ta jeunesse à Canteleu. Tu m'as dit qu'elle était plutôt chaotique, etc. Ouais, complètement. Voilà. Mais est-ce que les grands frères du quartier faisaient office de grands frères? Non, très honnêtement, moi j'ai grandi dans les années 90. D'accord. Les années 90, c'était très particulier pour ceux qui connaissent. Déjà, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est Bien une sûr, génération, les gens qui ont grandi dans les années 80-90, c'est une génération très particulière parce qu'on n'a pas connu Internet, on a connu la vie sans Internet, pardon, et on a connu la vie avec Internet après. Mhm. Donc, il y a eu un chamboulement. Donc, la vie sans Internet, pour les gens qui n'ont pas connu, c'était totalement autre chose. Et les années 80-90, c'était rude quand même. C'est encore rude aujourd'hui. C'est-à-dire, la jeunesse, elle a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui. Et c'était pas encore plus, mais c'était... Enfin, c'était... Quand on parle de choses violentes, etc., c'était violent à cette époque-là. Et ça l'est malheureusement encore aujourd'hui. Mais c'était différent. Et donc, les grands frères... Nous, c'était pas ça. C'était chacun pour soi, ou presque. Hein. Moi, à Canteleu, quand je dis chacun pour soi, ou presque, c'est-à-dire, j'ai jamais eu de conflit avec des grands de mon quartier. Mhm. J'ai jamais eu d'embrouille ou quoi. Mais c'était plus un rapport de eux, c'est les grands, nous, on est les petits. On avait, par contre, des grands frères, tu vois, qui étaient des médiateurs. Parce qu'il y a eu cette époque où il y avait des médiateurs qui étaient embauchés par la mairie et qui traînaient dans les quartiers, etc. Nous, on a eu ça. Et ça, je trouve que c'est dommage d'avoir coupé ce lien parce que c'était des gens du quartier qui étaient embauchés par la mairie, donc par l'État, par la collectivité, pour justement être proche des jeunes. Parce que, comme je le disais, on était beaucoup à être dans la rue, entre guillemets, à traîner dans la rue, pas forcément à faire des bêtises, mais c'est quand t'as rien à faire chez toi, quand chez toi c'est chaud, que ça crie tout le temps, que c'est pas bon, quoi. Tu préfères être dehors et juste même tu restes en bas, tu parles avec tes potes, etc. Mais évidemment que ça, c'est pas une vie qu'on souhaite pour les jeunes et qu'il faut leur donner aussi accès à plein de choses, accès au sport, accès à la culture, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut... Ce lien qu'on a coupé avec les médiateurs, pour moi, ça a été une vraie erreur. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toujours pour parler de Canteleu, est-ce que c'était un melting pot? Ouais. Ouais, il y avait de tout. Il y avait de tout. Après, il y avait de tout dans notre secteur. C'est-à-dire que c'était, on va schématiser. Il y avait beaucoup de gens du Maghreb, beaucoup de gens majoritairement du Sénégal, issus de ces pays-là, tu vois, avec les gens de ma génération qui sont nés en France, mais leurs parents qui sont originaires de là-bas. Maroc, Tunisie, Algérie majoritairement et Sénégal. Mais on avait quelques familles asiatiques, mais pas beaucoup. Mais après, en fait, nous, il n'y avait pas ouais, il y avait, je vais pas mentir, il y avait des choses où, ouais, toi, tu viens d'Algérie, toi, tu viens du Maroc. Mais il n'y avait pas de barrière aussi grande que maintenant, où j'ai l'impression que on essaye de nous faire croire, en tout cas, que tous les gens sont uniquement par communauté et se mélangent plus. Nous, il y avait un truc qui nous rassemblait. Et encore une fois, je le dis, c'est que dans ces quartiers-là, pourquoi les gens étaient là? Majoritairement parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Canteleu, c'est dans les Hauts de Rouen. Rouen, c'est une cuvette et t'as tout autour, t'as des cités. Donc t'as Canteleu, t'as la Grand-Mare, t'as les sapins, etc. Et on a parqué les gens autour d'une même notion commune, c'est la précarité. Donc avant que tu sois un Renoir, avant que tu sois un Arabe, avant que tu sois un Blanc, avant que tu sois n'importe quoi, t'es un pauvre. C'est ça, en gros. Mhm. Après, il y avait des quartiers qui étaient un petit peu plus aisés, on va dire, dans la cité, qui étaient un petit peu à part, et tant mieux pour les gens. Mais pour te dire, moi, dans mon inconscient, et à quel point c'est grave, aujourd'hui, je me rends compte, parce que ça, c'est quelque chose qui doit être déconstruit rapidement. Dans mon inconscient, quand j'étais au collège ou en primaire ou quoi, je me disais, si toi, t'as un de tes parents qui travaille, dans ma tête, pour moi, t'étais riche. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est riche, tu vois, vraiment, pour moi, ah ouais, t'es riche, toi. Riche, tu te rends compte? Parce que t'as un de tes parents qui travaille. On en est là. Donc, non, c'est triste. Et ça, faut le déconstruire. C'est-à-dire que dès le départ, on nous fait croire que moi, je vais croire que parce que je vais avoir un taf simplement, et c'est ça, être riche. Ouais. Mais non. Donc, le vol était une nécessité. Moi, j'ai pas de fierté là-dedans. Moi, je suis, franchement, comme je le dis, j'ai pas eu d'éducation. Pour être très honnête, mon beau-père, il volait.
Ok. Mon beau-père, il volait. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec ma mère et mon beau-père depuis quasiment ma naissance, tu vois. Mon beau-père, il volait. C'était un Au vu voleur. et au su de tout le monde. Ah, bien sûr. Mon beau-père, c'était un ancien braqueur, tu vois. Ok. Donc, il a fait de la prison, machin et tout. Il volait. Mais il volait pas... sincèrement, il volait de la nourriture et de l'alcool. Voilà, pour être très franc. Pendant des années, il volait de l'alcool. Et tu voyais sa dégaine, tu te doutais même pas parce que il était en mode rocker des années 70, un peu gros, des tatouages partout. Mais en même temps, il avait la bonne tchatche, donc il endormait tout le monde, tu vois. Et pour moi, voler de la nourriture, c'était limite pas une normalité, mais une nécessité, tu vois. C'est-à-dire que parfois, moi, j'allais avec mon beau-père, il volait et moi, je volais. Un jour, je me suis fait griller et il m'a défoncé devant le vigile. Et je me suis dit, waouh. Et on est sorti, il m'a dit, ouais, bon, la prochaine fois, essaie de pas te faire prendre, tu vois. En gros, ouais. c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Et j'ai cru qu'en fait, c'était limite, pas une normalité, mais une nécessité, et qu'il y avait pas de... Donc, c'était une comédie quand il t'a frappé. Ouais, voilà. C'était pour faire genre. Mais moi, le vol, c'était pas... Par exemple, jamais j'ai racketté des gens. Jamais. Parce que, tu vois, j'avais quand même une notion de bien ou de mal que je me suis faite moi-même. Et j'ai toujours été croyant, tu vois, religieusement parlant, même si j'arrivais pas à définir encore à l'époque, j'avais toujours une croyance et je craignais Dieu, tu vois. Et jamais j'ai racketté des gens parce que pour moi, ça c'était, et même, tu vois, quand je voyais des trucs, j'intervenais parce que pour moi, c'était sale, tu vois. C'était sale, tu t'en prenais à quelqu'un, une personne physique, etc. Alors, je pensais à tort, encore une fois, que voler dans un magasin, limite, ça faisait de mal à personne. Alors que oui, c'est toujours, il y a toujours un impact. Je volais de la nourriture et des magazines, de jeux vidéo et de basket. C'est les seules choses. Allez, vas-y, j'ai volé un supercopter majorette quand j'étais petit aussi. Et voilà, mais c'est les seules choses que je volais. Je me suis toujours refusé à racketter des gens, à voler des gens, à dealer. Je me suis toujours refusé à ça. Toujours. Parce que j'avais, encore une fois, cette notion de bien ou de mal. Et j'ai jamais eu une volonté de causer du tort à quelqu'un, tu vois. Ça, pour moi, c'était inconcevable. Et tu sais, je suppose que tu l'as vu, le film 8 Miles. Ouais, bien sûr. D'accord. Ta vie me fait penser à 8 Miles, en fait. Bah ouais, en fait, il y a... Pendant très longtemps, j'ai pas parlé de ma vie. J'ai pas parlé de ma vie par pudeur, par crainte aussi, tu sais, du jugement des autres. Et puis, pendant très longtemps aussi, mais c'est marrant parce que je vais te dire un truc. Moi, ma mère, elle a vécu tout le temps en caravane, tu vois. Ma mère, on est issu d'une famille de forains et donc elle vivait en caravane jusqu'à ce que je naisse. Et là, elle a été pour la première fois dans un appartement, machin et tout. Mais pendant très longtemps, je me disais aussi que les gens, ils vivaient la même chose que moi. Quand j'étais en primaire, au collège, j'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui avaient des vies normales, entre guillemets, tu vois. Je pensais que tout le monde vivait plus ou moins ce que moi je vivais. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ah ouais. Ah non, mais attends, ça, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes difficultés. Il y a les gens qui... Ah ouais, mais c'est chambé. Tu vois, limite, ils ont la belle vie. Il y a des gens, ils n'ont pas de difficultés. Chacun a ses problèmes, etc. Tu vois, dans une autre mesure. Mais en tout cas, ces problèmes-là, je me disais non. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que je me suis fait avoir pendant toute ma vie à croire que la vie, c'était juste ça. Je voyais pas plus loin que l'instant, et en même temps, c'était dur de pas voir, d'essayer de voir autre chose, tu vois. Aujourd'hui, je romance rien. Tout ce que je te raconte, tu vas dans mon quartier, tous les gens, ils peuvent en témoigner. Et aujourd'hui, quand on parle de moi, parfois, quand j'explique certaines choses, moi, je suis très fier que des gens de mon quartier qui me connaissent depuis que je suis petit, ils répondent sur les réseaux sociaux, ils disent « Ah ouais, franchement, je me rappelle, t'es passé par là. » Ça me touche grave. Parce qu'ils savent que tout ce que je dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Je te dis, je me suis fait expulser plus de 6 fois, c'est la vérité. Je te dis, j'avais pas d'électricité pendant des mois, je branchais une rallonge chez la famille Gay, qui habite juste en dessous, qui est comme ma famille, par le balcon, on passait une rallonge, c'est la vérité. Quand je te dis, on nous bloquait le compteur d'eau avec un truc en fer parce qu'on nous coupait l'eau et mon beau-père, il prenait une pince coupante pour le faire, c'est la vérité. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose que plein de jeunes ont vécu ou vivent. Et c'est aussi pour eux, j'ai envie de dire, je leur dis aujourd'hui, ouais, il y a des gens qui sont passés par là, croyez pas que c'est une fin en soi, ouais, il y a quelque chose d'autre qui existe. C'est très important parce que
Et je me suis je m'en suis pas rendu compte tout seul. Je m'en suis rendu compte au fil des ans, quand les gens justement venaient me voir, à chaque fois que je me livrais un petit peu plus, qui me disaient franchement, tu vois, ça me touche parce que moi je vis ça, j'ai vécu ça, ou tu vois, il y a un rapport. Et à un moment donné, je m'en fous de penser à ma carrière et de dire que j'ai eu une vie cool ou pas. Je m'en fous de ça. Moi, c'est pas ça qui compte. Depuis le point de départ dans ce que je fais, j'ai décidé d'être sincère et de dire ce que je vivais, ce que j'avais vécu, et pas de tricher. Et malgré tout, malgré l'aisance que tu peux avoir à un moment donné, il y a des douleurs que tu refermes jamais. Tu dois apprendre à vivre avec et tu dois te construire comme ça. C'est une réalité. Et d'où vient cette force-là? Ouais, je sais pas, franchement, je me considère même pas comme quelqu'un ayant une force ou quoi que ce soit. Je me considère comme un survivant, tu vois. Franchement, je sais pas. Il y a une chose sûre et certaine, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je suis croyant. Très tôt, j'ai eu ce privilège de connaître ma religion et de m'investir dedans. Tu vois, je me suis converti à l'âge de 17 ans. Quand je suis parti de Rouen, je me suis converti, alors que je ne connaissais rien à l'islam, j'avais mes potes qui étaient musulmans, ils jeûnaient, ils mangeaient pas de porc et c'est tout, tu vois. Et j'ai pu apprendre ma religion et ça a été une force incroyable. Et c'est ce qui m'a porté et ce qui me porte encore aujourd'hui. Là-dessus, il y a pas de débat. Et je remercie Dieu tous les jours. Je le dis souvent, mais jamais j'aurais pu rêver de la vie que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à Dieu. Je remercie chaque jour. Bien. Ah, c'est très deep tout ça, Sébastien Abdelhamid. Mais déjà, comment je dois t'appeler, frérot? Comme tu veux. En fait, regarde, Sébastien et Abdelhamid, c'est la même personne. Et si tu veux m'appeler Sébastien, tu m'appelles Sébastien. Si tu veux m'appeler Abdelhamid, tu m'appelles Abdelhamid. Si tu veux m'appeler les deux, tu peux. Est-ce que je peux t'appeler ça? L'initiale. Ouais, c'est ça. Ça donne ça, Sébastien Abdelhamid. Mais vraiment, tu vois, moi, j'ai tenu à conserver mon prénom de naissance parce qu'il constitue aussi qui je suis et je ne renie pas qui je suis. C'est-à-dire que je renie pas mes parents, je renie pas leurs origines, je renie encore moins ma nationalité, tu vois. Moi, je suis français. Je me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais aujourd'hui, je suis français musulman. Et dans les faits, je suis musulman depuis plus de la moitié de ma vie, tu vois. Donc, non, je ne renie pas qui je suis. Sébastien Abdelhamid, c'est mon entièreté. Donc voilà, il y a aucun souci. Et Sébastien Abdelhamid, le rappeur, alors? Tu sors les dossiers. Non, j'ai rappé aussi, hein. C'est comme ça. Ben ouais, il y a cette partie sombre de mon passé. Pourquoi sombre? Parce que voilà, moi j'en rigole maintenant. Non. Mais le pire, c'est que j'ai plus aucun son, tu vois. Si. Non. Là, je peux pas te croire. Mais c'était avant Internet. Ouais, mais tu dois avoir une petite cassette qui traîne. Non, même pas. Je te jure, je regrette malheureusement. Ouais. J'avais sorti une mixtape qui s'appelait Piège de freestyle en 2001. D'accord. Et donc j'avais rassemblé pas mal de monde, c'était cool. J'avais rassemblé La Caution. Il y avait Kenny Arcana avec son groupe dessus. Il y avait Triptyque, j'avais fait un feat avec Dabaz. Il y avait c'était cool. Il y avait beaucoup de monde, c'était cool. Je m'étais amusé, quoi. Et le niveau, comment il était? Non, mais le niveau. Avec le recul. Franchement, c'était pas terrible. Je vais pas mentir, je vais pas dire j'étais un bête de rappeur. Ouais. J'ai aucune. Je te dis, ça fait. C'était quoi le pseudo? SK. Ouais. C'était parce que je graffais, tu vois, et au lycée, j'avais commencé à graffer. Et SK, j'aimais bien le design que ça mettait. J'ai rajouté des flammes et tout. Et les tables du lycée, je les ai violentées. Donc, d'accord. Donc, voilà, ouais. Mais ouais, c'est venu de là. Il n'y avait même pas de signification particulière, tu vois. Et non, ouais, le rap, moi, c'est quelque chose aussi, c'était dans une autre époque, tu vois. C'était beaucoup plus premier degré. C'était binaire, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je dis pas que c'est moins bien aujourd'hui, que c'est mieux avant, etc. Je rentre pas du tout dans des considérations comme celle-ci parce que chacun y trouve son compte. Mais le rap, pour moi, c'était binaire à l'époque, c'est-à-dire que quand tu rappais, tu rappais ta vie, tu vois. Dans les années 90, on avait... Et quand tu voulais faire quelque chose qui était un petit peu plus fantaisiste, c'était de l'ego trip.
pour moi, on avait deux types de sons, tu vois. Et après, on avait parfois des sons où on disait, ah, c'est du commercial. Comme Yannick avec ces soirées-là, tu vois. Alors que le gars, c'était un bête de rappeur de fou avec Mafia Tressé, etc. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, ouais, tu fais du commercial, etc. Et il a fait son bif, tant mieux pour lui. Hein. J'ai envie de te dire, voilà. Et je découvre le rap américain plus tard parce que j'étais vraiment beaucoup plus rap français. Donc rap français, moi tu me parles de Sarcelles, évidemment, je pense au secteur 1. Il n'y a pas de... voilà, c'est... Il y a des grands collectifs qui se créent, que ce soit la Mafia Quinfri, Secteur A, que ce soit côté obscur, Time Bomb, côté Marseille, on a beaucoup de choses aussi. Et en fait, le rap français de cette époque, c'est la BO de ma vie, en fait. Pour moi, comme c'est pas la même consommation de la musique à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as Spotify, Apple Music, machin et tout, tu consommes rapidement. Avant, un album, ça te faisait 1 an, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Comme un peu les jeux vidéo à l'époque, tu avais un jeu, tu devais le saigner parce que de toute façon, tu n'en avais pas d'autres. Donc l'album, tu l'écoutais de A à Z et ça a constitué il y a des albums très précis qui me rappellent des moments très précis de ma vie. D'accord. Mais ça avait vraiment du sens, en fait, ce que j'écoutais à l'époque. Il y avait un véritable, comment dirais-je, je me retrouvais dans beaucoup de choses, dans énormément de choses. Tu écoutes toujours autant de musique aujourd'hui? Non, beaucoup moins. Très honnêtement, parce que tout simplement, tu vois, j'ai 39 ans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de potes qui font du rap et tout. Hein, tu vois, j'écoute avec plaisir ce qu'ils font, etc. Mais je me retrouve pas forcément dans ce qui se raconte dedans. Et après, il y a des choses où c'est plus de l'ambiancement, ou voilà. Mais après, il y a des choses où ça me parle pas du tout. Tu vois, écouter un mec de 20 piges qui va te dire je vends de la drogue, je fais ci, je fais ça, machin et tout, frérot. Pourquoi tu rappes ça? Pourquoi tu racontes ça? Quelle fierté t'as, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis, encore une fois, je dis pas que c'était mieux ou moins bien. Je dis juste que c'est différent et chacun y prend ce qu'il a à apprendre. Aujourd'hui, il y a il y a des rappeurs de ouf aujourd'hui qui tant sur le fond que sur la forme. Parfois d'autres qui sont très forts sur la forme et le fond, ils racontent pas forcément quelque chose, mais qui a décrété que le rap ça devait raconter quelque chose? Je dis juste que à l'époque, moi quand j'écoutais, ça racontait quelque chose et ça racontait ma propre vie sous plein d'aspects. Donc, tu vois, il y a des trucs, Oxmo Puccino, c'est incroyable, tu vois. Son premier album, pour moi, il est magistral. Et même les autres après, tu vois. Mais il représente une période très précise de ma vie. Pete Bacardi, pareil. Ministère Hammer, NTM, Paris sous les bombes particulièrement. Rof, Le Code de l'honneur, tu vois, son premier album, La vie avant la mort aussi. Ideal J, Lunatic, Booba, tout ça c'est des choses qui et des BO aussi, il y a la BO de La Haine, tu vois. Quand je regarde La Haine pour la première fois, je me prends une claque parce qu'en plus dans les premières images qu'on voit les émeutes, c'est chez moi, tu vois. Ça se passe chez moi, ils ont pris quand il y avait eu les émeutes chez moi, quand je regarde pour la première fois La Haine, je me dis ah ouais, c'est... Après, il y a Ma Cité va craquer, qui est totalement différent. Mais on a eu une vague de films après qui parlaient de la cité plus ou moins bien et de différentes manières. Mais la BO de Ma Cité va craquer, elle est incroyable. Tu vois, j'ai même pas cité De Balles de Nègre aussi, qui était... Voilà, c'était fou, tu vois. Après, aujourd'hui, je te cache pas, moi, j'écoute de la pop rock des années 80, tu vois, ça n'a strictement rien à voir. J'écoute du Blondie, du Pat Benatar, du Eurythmics, des trucs qui ont vraiment strictement rien à voir, mais c'est pas pour autant que je suis pas fermé. Je suis fermé à ce qui se passe aujourd'hui, comme tu disais, tu vois. J'écoute pas particulièrement, tu vois, mais Jul, c'est un mec qui me fascine. Je l'ai jamais rencontré, tu vois. Je te dis ça, je fais même pas genre, c'est un mec qui me fascine parce que je le trouve tellement sincère. Je le trouve sincère dans sa démarche, dans sa musique. T'aimes ou t'aimes pas, je m'en bats les reins. C'est ce qui provoque, etc. Et lui, il a l'air tellement hnin. Il y a un truc chez lui, je le kiffe sans même le connaître, tu vois. Et c'est pas la musique, je parle de lui, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et après, vraiment, en rap français, il y a plein de gens aujourd'hui que j'apprécie dans la vie et dans ce qu'ils font. Il y en a plein. D'accord. Le message est passé assurément. C'est marrant parce que tu parlais d'Oxmo Puccino, mais tu l'as connu. Bien sûr. Moi, j'étais petit parce que j'ai habité à Pelleport-Ménilmontant, au 140 Ménilmontant, en fait. Donc, t'avais les X, tu vois, t'avais les X-Men. J'en ai même pas parlé, un groupe incroyable, tu vois. Et j'avais mes potes qui étaient à Place des Fêtes, tu vois. Moi, je traînais à Place des Fêtes. Oxmo, je le voyais souvent, tu vois, dans le 19e. Parce que le 20e, 19e, on est collés. 11e, 19e, 20e, c'est la même famille, on va dire, tu vois, Paris-Est. Et ouais, j'ai connu, quand je le voyais quand j'étais petit et tout. Et Oxmo, j'ai vraiment, tu vois, et je le connais encore aujourd'hui.
Et il avait pas capté quand on se revoyait et tout. Et un jour, je lui ai dit, ouais, tu sais, en fait, moi, je te connais depuis que je suis petit, je te voyais et tout, machin et tout. C'est une belle histoire, je trouve. Et il me parle tellement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, que je vois pas assez à mon goût. Mais à chaque fois que je le vois, je suis heureux de le voir. Vraiment. Et puis voilà, ce qu'il a apporté à la musique. Je dirais même pas au rap, mais à la musique. C'est bien. Il est indétrônable. C'est aussi simple que ça. Il appréciera à coup sûr. Et là, pour le coup, tu viens de le dire, tu arrives sur Paris, etc. 17 ans. L'étudiant. Ah, le lycéen, ouais. D'accord. Lycéen, et ça s'arrête vite. Ça s'arrête vite. Ouais. Mais monsieur, après, travaille. Ouais, je travaille vite. En fait, j'arrive à 17 ans, je fais une année au lycée Voltaire dans le 11e. Et là, je me dis, waouh, c'est pas du tout comme ça. En fait, j'ai décidé de redoubler ma première parce que je me suis dit, vas-y, je pars à Paris, nouveau départ. Et franchement, ma première, j'étais au lycée du Cailly à Desville-les-Rouen, à côté de Canteleu. Je trouvais que j'étais pas assez armé pour affronter le bac après. Et je me dis, vas-y, le mec qui croit être intelligent, vas-y, je vais redoubler ma première et je vais. Nouveau départ, je reprends les choses bien, tu vois. Et je connais personne, tu vois, ou presque. J'ai des potes que je me suis fait au fil du temps quand je venais en vacances, etc. Mais au lycée, j'arrive, je connais personne. Et je vois, c'est pas du tout la même ambiance que là où j'étais, tu vois. C'est plus studieux. C'est des gens qui jouent des rôles, qui font grave les caïras dehors, mais dans le lycée, sont super studieux. Et tu vois, je m'aperçois qu'il y a des gens qui jouent des rôles. Et justement, tout à l'heure, on parlait de fantasmer la rue. Bah, et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, t'as pas vécu la misère, si t'as pas vécu certaines choses, c'est pas un mal. C'est bien. Tant mieux pour toi. Je veux dire, tu crois que on valorise que les gens qui ont vécu des trucs horribles, des trucs durs, etc. C'est pas vrai. Quelqu'un qui va réussir à force de travail, avec un parcours qui n'a pas été mis à mal avec des choses vraiment éprouvantes, mais il n'a pas moins de mérite. C'est un parcours différent. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter ces gens qui croient qu'on peut s'inventer une vie et dire vas-y, bah ouais, ça, j'aimerais bien vivre là. T'es malade ou quoi, frère, tu manges tous les jours, tant mieux. Tu vas pas t'en plaindre. Donc j'arrive au lycée, il y a plein de choses, mais je rencontre des gens super cool. Vraiment, tu vois, je me fais des amis. Et juste, ça se passe pas bien parce que je suis pas fait pour l'école. Je le sais, tu vois. J'ai des capacités, mais je sais que le cadre scolaire, j'ai aucune perspective d'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je voulais faire du droit, tu vois, mais je sais que ça va être compliqué. Et à ma première, mon père tombe dans le coma. Mon père, je vous l'ai dit, il est handicapé. Il a une maladie très, 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 très compliquée. Il tombe dans le coma, sachant qu'il a fait plusieurs comas et tout. Et pendant des mois et des mois, tu vois. Il est hospitalisé pendant plus d'1 an. Donc, j'arrête le lycée. Et je commence à taffer à droite, à gauche. Et je continue avec le CNED. Donc, à l'époque, encore une fois, c'était les balbutiements d'Internet. On m'envoyait, le CNED, c'est les cours par correspondance. On m'envoyait des paquets tous les mois, des paquets de bouquins comme ça, et t'apprends tout seul avec un CD. Et c'était hoche. Faire une terminale comme ça, c'était hoche. Donc voilà, je continue mon bac en candidat libre. Et en même temps, je vais taffer à droite, à gauche. Faut s'en sortir, quoi. Parce que le loyer, il n'est pas payé. Le loyer n'est pas payé, la nourriture, etc. Donc c'est compliqué. Et encore une fois, heureusement, Dieu merci, j'avais ma tante Anne qui était là. Et elle a été vraiment une deuxième mère pour moi. Et elle m'a facilité plein de choses là où c'était compliqué quand même à vivre, etc. Donc heureusement, elle a été là. Et vraiment, quand je dis c'était une deuxième mère, c'était une deuxième mère de fou. Même si on a eu des moments compliqués parfois, il n'y a jamais rien on n'a jamais eu une embrouille qui a duré ou un truc qui a été compliqué, tu vois. Mais au moment de ma conversion, ça a un petit peu choqué, entre guillemets, tout le monde, tu vois. Donc, mais franchement, c'était magnifique tout ce qu'elle a pu faire pour moi et vivre avec elle. Ça a choqué tout le monde, mais on était avant le 11 septembre. Ben oui, moi je me convertis avant le 11 septembre. Et du coup, je l'annonce pas tout de suite. Et pour contextualiser, l'islam, on n'en parle pas trop à l'époque.
avant le 11 septembre, c'est quelque chose qui est vraiment... L'islam, on va se le dire, malheureusement encore aujourd'hui, mais l'islam, c'était la religion des Noirs et des Arabes. C'est comme ça qu'on la voyait en France. C'est-à-dire que c'est une religion étrangère, pour les étrangers, parce qu'on considère encore les Noirs et les Arabes comme des étrangers. À croire que tu peux pas être noir et français, tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Mais on en parle comme ça, mais c'est pas encore dans un contexte post-11 septembre où tout va changer. Donc je reste quand même plutôt discret là-dessus et tout. Mais ma tante un jour a trouvé un Coran dans ma poche, etc. Donc on a une discussion. Et voilà, tu vois, parce que j'habitais chez elle quand je me suis converti. On a une discussion qui est compliquée parce qu'elle comprend pas forcément, etc. Mais j'ai aussi montré qu'en fait, à ma famille, que ce soit moi avant, moi après, je reste moi. C'est-à-dire que la religion, elle m'a pas changé en mal, elle a fait que de me changer en bien, je pense. Et au-delà de, c'est pas me changer en fait, c'est me faire évoluer, de me faire grandir tel que je suis réellement, parce que pour moi c'était ça ma voie et rien d'autre, tu vois. Donc pour moi c'est limite la conversion, c'est même pas, je te dis, c'est même pas quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de naturel dans mon cheminement. Et après le 11 septembre, tout change. Tout change. J'avais une grosse barbe comme ça, tu vois. Et les gens me crachent dessus dans la rue. On me dit retourne dans ton pays. Quand je leur dis mais écoute, excuse-moi, en fait, c'est mon pays, donc tu veux que je retourne où? Il y a plein de choses qui changent dans le traitement médiatique de l'islam et des musulmans, ne serait-ce qu'à l'étranger, mais aussi en France. Chaque arabe devient un suspect. Et puis après, ça va aller en s'accentuant. Là où on aurait pu croire que ça allait se calmer, bah ça s'est pas calmé. Il y a une parole qui s'est généralisée et limite c'est normalisé, quoi. Hein. Aujourd'hui, il y a, et pas que sur le racisme anti-musulman, mais sur le racisme globalement, il y a une parole qui s'est libérée, qui s'est normalisée, et qui me fait up, franchement. Donc ouais, je termine, je reviens sur les études, donc j'arrête le lycée, je continue, et en même temps, je fais plein de taf alimentaire, 100% alimentaire. Olkenry, que je salue, qu'on avait reçu il y a quelques temps, il qualifiait ce taf-là de manègue. C'était le taf horrible. C'est ce que tu as fait? Ouais, complètement. Je salue Olkenry, c'est l'ami aussi, hein, c'est un très bon ami. En vrai, pour tout te dire, il y a des tafs, moi je vais à la mosquée et je suis avec des potes et tout, et je leur dis, il me faut absolument un taf. Il y a un de mes potes, il me dit, attends, j'ai quelque chose et tout, machin. Je trouve un taf, je livrais les foyers de travailleurs immigrés, je livrais la nourriture. Et je faisais des horaires de bâtard. Respect au monsieur qui m'a embauché, qui est le père d'un ami, et je le salue, et parce que lui, il faisait ça, il charbonnait. Et le premier jour, je donne tout, je croyais que j'avais grave charbonné comme un ouf. Je fais 8h du matin, 20h, je suis mort. Il y a mon pote qui passe me voir, qui me dit, ouais, il faut que je te parle et tout, machin. Il me dit, ouais, bah, j'ai parlé, il a parlé au monsieur, tu vois. Il dit, ouais, par contre, il faut que tu travailles plus. Je dis, waouh! Je dis, quoi? Je dis, mais c'est chaud! Parfois, tu livres les yéfois, il n'y a pas d'ascenseur. Ouais. Donc, la dacatine, j'en ai livré, le riz cassé une fois, 2 fois, j'en ai livré, mon ref. Donc, voilà, ça, c'était un taf dur. Et j'ai tellement de respect pour tous les gens qui ont des tafs durs. Ça, c'est un petit préambule, mais pendant longtemps, tu vois, j'avais limite honte de gagner de l'argent, certaines sommes d'argent, pour un métier où j'avais pas sué, tu vois. Okay. Pendant longtemps, on nous a inculqué que le travail, tu devais souffrir, tu devais suer, tu devais galérer, que ça, c'était le travail. Mais vous êtes fous! C'est pas que ça, le travail. Le travail, c'est aussi là. C'est avec ton esprit, tu travailles avec ton esprit. Bien sûr. Donc, ça, pendant longtemps, je comprends, en fait, encore aujourd'hui, pourquoi j'ai eu cette gamberge-là. Et pour moi, il y a évidemment, sans être démagogue, il y a évidemment une sorte d'injustice et d'inégalité, dans le sens où un mec, il va se tuer la santé dans un taf, il va toucher 1500 balles par mois. Il y en a un autre, il va faire 2-3 conneries à la télé, sur Internet ou quoi. Il va toucher 4000 € par mois. Je dis des sommes, random. Ben ouais, tu dis, mais attends. Mais ça, c'est comme ça. La personne qui travaille de son cerveau, qui a ces opportunités-là, elle ne doit pas rougir. C'est pas de sa faute si l'autre personne qui travaille à la sueur de son front n'est pas assez rémunérée.
Donc, c'est comme les gens qui vont opposer les salaires de footballeurs au personnel soignant. Évidemment qu'une infirmière n'est pas assez payée pour ce qu'elle fait. Mais est-ce que c'est de la faute du footballeur qui, lui, a un salaire extraordinaire? Non. Opposer les Français, opposer les gens, opposer les classes sociales, c'est pas une bonne chose. Donc, ouais, gros respect pour tout ça. Et après, je fais plein de petits boulots. Je travaille à la Villette, à la médiathèque, où je kiffe. Je touche 1300 balles par mois. Je suis heureux. Mais c'était un CDD, malheureusement. Je m'occupe des bouquins et tout. En même temps, j'ai des tickets restaurants pour la première fois de ma vie. Parce qu'avant, quand je taffais, je livrais les foyers, c'était travail au noir, tu vois. Là, j'ai des tickets restaurants. Je me dis, oh, c'est un truc de ouf. Je vais m'acheter des pizzas le midi et tout. Je lis mes bouquins, je suis bien. Ça se termine. C'est avec ce salaire-là, pour la première fois, que j'achète un ordinateur, tu vois. Et après, bref, je vais là où je peux taffer, que ce soit caissier, machin et tout. Il faut que je fasse de l'oseille, il faut que je puisse manger et payer quelques factures. Et puis, par la suite, après, je fais plein de trucs et tout, mais tu vois, j'avais pas d'ambition. Je savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Et à cet âge-là, j'ai déjà 19 ans, 20 ans, pas de perspective d'avenir. Et là, je me dis, vas-y, je vais rentrer dans la fonction publique. J'ai un pote qui me dit, ouais, il y a un concours pas pour être éboueur, mais pour entrer dans la fonction publique, pour devenir s'occuper des éboueurs et de tous les trajets, machin. Bref, un concours spécifique et tout, machin. Ok. Je passe le concours, je suis reçu, machin, nanana. Premier rendez-vous, on me donne un poste dans le 20e. J'y vais. Et le gars me voit arriver et c'est 100% vrai ce que je dis. J'avais une grosse barbe, tu vois. Il me voit arriver, il me fait « Ah, en fait, changement de programme. Je te jure que c'est vrai. Je vais vous mettre avec des gens comme vous. » Et moi, je suis candide à l'époque. Je suis naïf. Je me dis « Ah, il est gentil. » Et à l'époque, j'attendais un enfant, tu vois. J'allais avoir mon fils. Donc, frère, t'as un enfant, tu assumes. Tu prends tes responsabilités. Tu vas au charbon. T'as des responsabilités. C'est pas que toi qui es en jeu. T'as un enfant, tu assumes à 200%. Donc, je vais. Il me dit, ouais, je vais vous mettre avec des gens comme vous. Ok. Il me donne une adresse, un nom. Il me dit, allez là. Je vais là-bas. Ce qu'on appelle un atelier pour les éboueurs. Et il y a un gars qui me reçoit. Il me fait faire le tour et tout, machin et tout. Et on arrive à un moment. Je précise, le gars, c'est un Renoir. Je précise parce que je vais vous expliquer pourquoi. On arrive au réfectoire et il me dit, là, c'est la table des Blancs et là, c'est la table des Noirs. Je dis, pardon? Il me dit, non, mais c'est pas raciste. Je dis, c'est quand même un peu... frérot, tu vas me dire, c'est la table des Blancs, c'est la table des Noirs, c'est quoi le truc? Il me dit, non, mais parce que les Noirs, ils boivent pas d'alcool chez nous, machin. Et tout. Je dis, quoi? Je dis, moi, je suis blanc, je bois pas d'alcool. Je dois m'asseoir où? Par terre? Je dis, non, mais c'est pas... Et j'hallucine. Et la banalité du truc, la banalisation de la chose. Et attention, je suis éboueur à la ville de Paris, dans la fonction publique, pas dans une entreprise privée. Là, je suis choqué. Il continue la visite et là, il m'amène au sous-sol. Il me dit, là, c'est les vestiaires. Je dis, ouais. Il me dit, là, c'est là où tu vas te changer. Je dis, mais moi, je me change pas. Moi, je suis dans le bureau. On est habillé normal, tu vois. Il me dit, maintenant, en fait, tu viens en tant qu'éboueur. Et là, tu vois, dans les usual suspects, quand la tasse, ça tombe et tu comprends tout. Et là, le gars qui me dit, ouais, tiens, allez à cette adresse et tout. Alors que je venais prendre mon poste. Quand il m'a donné le post-it, il me dit, on va vous mettre avec des gens comme vous. Et je dis, quoi? Et là, je me dis, waouh. Je repars voir le gars. Il me dit, non, mais en fait, je vous explique. Votre poste, il n'est pas disponible. Je dis, mais comment ça, je suis venu tout à l'heure? Il me dit, non, mais c'est pas disponible. Donc, soit on vous met de côté jusqu'au moment où il sera disponible. Dans ma tête, ça voulait dire jamais. Soit vous êtes éboueur en attendant. Comme je disais, j'attends un enfant. Je vais au charbon. Le travail d'éboueur, il n'y a rien de honteux là-dedans. Jamais. C'est les gens qui nettoient nos rues, c'est des bonhommes. Mais clairement. Et des femmes aussi, il y en a très peu, mais il y en a. Clairement. C'est des bonhommes. Clairement. Balayer la rue, ramasser les poubelles, ouais, ça c'est un travail. Et ouais, c'est difficile. Et ouais, on en a besoin. Et donc, moi, j'avais des gens, quand j'étais jeune, bêtement, tu vois, tu vas te moquer des parents qui sont éboueurs, etc. Mais excuse-moi, c'est un métier digne. Il n'y a pas de saut métier, et encore moins celui d'éboueur. Donc, je vais faire ce taf-là. Et là, premier jour de taf,
Donc, c'était découpé en deux parties. La partie, tu prends ta fonction à 6 heures, t'es Reaper, t'es derrière le camion, tu ramasses les poubelles. Après, une fois que tu as terminé le service, tu rentres pas chez toi comme dans la fonction, dans le privé. Après, tu as un secteur et tu dois balayer la rue et la nettoyer. Et moi, j'avais la rue de Ménilmontant, mon frère. Et ceux qui connaissent la rue de Ménilmontant, ça monte et ça descend. Tu as fait un côté, le temps que tu fasses l'autre côté, l'autre est déjà sale. Donc j'avais Belleville, j'avais Ménilmontant, j'avais vraiment des coins, c'était hardcore. Et un jour, dans les premiers jours, je vais derrière le camion. Il y a un chauffeur qui arrive. Le chauffeur, il me regarde, il me dit, moi, je travaille pas avec toi. Je dis, pardon? Il me dit, je travaille pas avec toi, il se barre. Je vais voir mon responsable, je dis, ouais. Il dit, ouais, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il minimisait toujours tout. Et plus les jours passent, plus il se passe des dingueries devant mes yeux. Donc déjà, la table des Noirs et des Blancs, moi, je l'ai pas accepté. Je me suis mis à la table des Noirs. Je dis, mais... Et je commence à parler avec les gens qui avaient quasiment tous un certain âge, tu vois, et qui étaient dans une démarche, une posture. Ouais, mais nous, on veut pas déranger. Voilà, on fait notre travail et non, mais c'est pas grave, tu vois. Je me dis, on leur a quand même fait croire que c'est pas grave. Tu te rends compte la disquette? Plus le temps passe, des croix gammées sur les vestiaires, des insultes négrophobes, des insultes anti-musulmans. Hitler, il a pas fini son travail. Moi, j'entends ça, je pète un câble. Moi, et même si c'était pas le cas, moi, j'ai une partie de mes cousins qui sont juifs. Tu crois que je vais laisser passer ça? Mais t'es malade. Tu crois que je vais laisser passer des insultes négrophobes? Mais t'es complètement malade. Tu crois que je vais laisser passer une quelconque insulte raciste? Hors de question. Je vais voir le responsable. Je dis, ouais, c'est quoi ça? À un moment donné, ouais, ok, je vais leur parler, machin, nanana. Il minimise encore une fois. Je continue et tout. Il se repasse des dingueries. À un moment donné, je pète un câble. Je dis, vous n'avez pas agi, il y a toujours la table des Noirs, des Blancs, vous faites encore votre cinéma. Toujours encore un qui va insulter un daron, le daron, il va rien dire, miskin, parce qu'il va se dire, ouais, mais je veux pas déranger. Je dis, non, c'est fini ça, on est où là? Je dis, bah, je vais à la ville de Paris. Je vais à la mairie de Paris. Je vais faire un rapport. Il y a quelqu'un qui vient, qui dit, hé, attention, c'est pas bien, recommencez pas. Et là, il y a un des gars, et vraiment, c'était l'âge de global était quand même assez élevé. On n'était pas beaucoup de jeunes. Et un des gars qui dit, ouais, mais c'est pour rigoler, ça va, ils le prennent pas mal. Et là, il y a un daron qui se rebelle, il dit, hey, la prochaine fois que tu redis un truc, je te casse la gueule. Et il lui dit comme ça, texto. Et ben, je te jure, j'étais content. Je suis contre la violence. Mais pourquoi j'étais content? Parce qu'il a tenu tête à cette injustice qui durait depuis trop longtemps. Le gars, il commence à dire, ouais, mais bah non. Et tu sais, il disait, ouais, toi, t'as foutu la merde, avant que t'arrives, c'était bien et tout. Je dis, mais attends, c'était bien, pour qui c'était bien? Tu crois que le premier jour où je suis arrivé au réfectoire, il y a un gars, il m'a regardé, un daron, il m'a dit, pourquoi t'es pas resté normal? Je dis, comment ça? Il me dit, bah ouais, ton truc là. Je dis, resté normal. Mais tu vois, c'est des trucs, je m'en souviens encore aujourd'hui, alors que ça fait 18 ans, tu vois. Mais ça m'a choqué. Donc, ça continue encore. Et là, franchement, j'en ai trop marre parce que ça s'est calmé un petit peu, mais ça commence à... Voilà. Donc, je refais un rapport. Et entre-temps, je tombe malade. Et là, ils m'ont fait un coup vraiment sale. J'avais une maladie, tu vois. Je passe des visites médicales et tout. Et on m'a mis en inaptitude physique totale. C'est-à-dire que, en gros, je devais m'inscrire à la Cotorep et je pouvais plus travailler. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne peux plus travailler selon les médecins que j'ai vus à l'époque de la ville de Paris. Donc, j'ai dit, OK, vous le jouez comme ça, pas de souci. C'était quoi que tu avais? J'avais une maladie, tu vois, un peu relou, mais rien qui m'empêchait de travailler. Et franchement, voilà, c'était une feinte. Une aptitude physique totale. Arrête ton chat. Aujourd'hui, je travaille, alhamdoulilah, tu vois. Ils voulaient se débarrasser de moi, tout simplement. Donc, je ne suis pas dans un complot ou quoi. C'est factuel. Et après, bah, j'ai appris qu'ils avaient modifié les tables noir, blanc. Ils avaient changé un petit peu tout ça. Et voilà, tant mieux. Donc, j'arrive, j'ai pas d'indemnité. Quand tu te fais licencier pour une aptitude physique totale, t'as pas d'indemnité. Et là, j'ai mon fils à charge, comme je le disais. Je me dis, ouais, c'est chaud. Je peux plus payer mon loyer. Je repars à Canteleu. Je repars dans ma cité. Je me dis, vas-y, je vais repartir là. Mon fils, il va évoluer là où j'ai évolué. Je vois pas ça comme un mal, je vois ça comme un bien, au contraire. Mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que, en termes de taf, c'est compliqué. Et dans le même temps,
bah, je commence à écrire dans les magazines. Parce que moi, j'ai toujours aimé l'écriture, etc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je faisais des concours de poésie quand j'étais jeune et tout. J'ai gagné des prix. Et donc, j'aime beaucoup écrire. Et le rap, pourquoi j'ai fait du rap? Parce que j'avais des choses à dire, des choses à partager. Et ça, depuis toujours, tu vois, j'ai envie de partager des choses. Donc, je me mets à écrire dans les magazines par pure opportunité. Et puis, bah, de fil en aiguille, je deviens journaliste improvisé, sans diplôme, dans la presse écrite, où je traite de cinéma, de musique et de jeux vidéo. D'accord. Voilà. Jusqu'à la rencontre avec Mouloud Achour. Ouais, mais à ce moment-là, je le connais déjà. Moi, Mouloud, c'est vraiment, je le connais. Mais Mouloud, c'est même pas une rencontre, c'est une bénédiction. Tu vois, aujourd'hui, s'il y a Bien. bien une personne sur Terre qui pourra jamais te dire du mal de Mouloud, c'est moi. S'il y a une personne sur Terre aujourd'hui qui peut te dire qui est Mouloud Achour, c'est moi. Je le connais autant que je me connais moi-même. Et lui, il m'a connu mieux que moi-même, même à un moment donné. C'est lui qui me donne la force de croire en moi. Bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même incroyable. Tout à l'heure, tu parlais de grand frère, etc. Mouloud, on a 1 an de différence, mais ça a été plus qu'un grand frère pour moi. Je te le dis, ça a été une bénédiction. Bien. Il a changé ma vie. Vraiment, je te le dis aujourd'hui, il a changé ma vie en croyant en moi et en me disant mais oui, tu peux le faire. Mais vas-y, fais ça. Envoie ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Et une fois que je faisais les trucs, il m'a toujours soutenu. Excellent. Et il m'a toujours soutenu. C'est devenu après mon producteur, même sur une de mes émissions. Il est dur dans le travail avec moi. Il a été dur dans le travail avec moi. Aujourd'hui, c'est mon patron. Je travaille avec Click, c'est mon patron. C'est mon frère, mais c'est mon patron. C'est mon patron. Donc, il a un droit de regard sur mon travail. Mais bon, après, alhamdoulilah, il est plutôt content. Donc, voilà. Mais c'est pour dire, pendant longtemps, pendant des années, il a été très dur sur mon travail. Très critique. Vraiment. Mais quand je te dis, parfois, il y a des trucs, j'étais grave content. Je disais, non, c'est nul. Il dit, non, recommence. C'est nul. J'ai envoyé mes textes. Non, c'est pas bon. Recommence. Mais il a été juste. Il y a jamais un moment, il a dit, vas-y, je vais te placer là parce que t'es mon pote, etc. Non, vas-y, prouve que tu travailles. Ton travail, et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je le rencontre. Je rencontre quand je fais mon scud, en fait. Quand je fais la mixtape, D'accord. c'était le manager de la caution. Exactement. J'avais un pote qui était fan de la caution. Il me fait découvrir la caution. Je kiffe et tout. On va à un concert au Bateau Phare à Paris. Et il me dit, bah tiens, lui, c'est Mouloud, c'est le manager de la caution. Et moi, je voulais la caution sur la mixtape. Et je vais le voir. Et là, il y a une rencontre de ouf qui se fait entre lui et moi. Et moi, je m'en bats les reins, tu vois, du star system, de machin, nanana. Il n'y a pas de protocole. Et encore moins dans le rap à l'époque, je m'en fous, tu vois. Et il est tellement simple, tellement gentil. Et il me dit direct, il me dit, tu veux boire quelque chose? Et je me rappelle encore de sa tête, de ce qu'il me propose. Et je me dis, il est gentil. Je dis, ouais, mais je bois pas d'alcool. Il me dit, ouais, je sais, tu vas en original. Je dis, ouais, bah, ok. Et on parle. Et il me dit, ouais, bah, je lui explique. Il me dit, ouais, vas-y. Bah, ok, pas de problème. Donne-moi ton numéro. Prends mon numéro. Et vas-y, on va faire comme ça. Et on reste en contact. Après moult péripéties. Et puis, arrive à un moment où, en fait, mon pied, son pied. Et il n'y a rien qui nous sépare. Mais Mouloud me connaît quand je suis éboueur. Lui, il a déjà commencé sa carrière, mais il est aussi dans des difficultés, tu vois. Il galère, Mouloud, il a galéré, il a charbonné. Aujourd'hui, on voit que par le prisme de Click et de ce qui se passe aujourd'hui et le film qui va sortir là, et tant mieux. Mais Mouloud, il y a du boulot depuis qu'il a 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il a charbonné. Le gars qui va me dire aujourd'hui, ouais, Mouloud, il a pas taffé ou quoi? T'es un menteur. T'es un menteur et t'es malhonnête. Et donc, toute la période où je suis éboueur, bah en fait, moi, avant que je tombe malade et que je reparte à Rouen, le soir, je vais chez lui, je joue à Street Fighter avec lui. Et le matin, moi, je dois charbonner à 6h, tu vois. Et je me dis, waouh, faut que j'aille charbonner. Je dis, Mouloud, je te jure, je deviens fou là-bas, ils me rendent fou et tout. Et il me dit, mais vas-y, fais autre chose. T'es doué pour écrire, vas-y, écris, machin, nanana. Il me pousse, tu vois. Et cette impulsion, elle vient de lui. C'est lui qui me dit, tu peux faire autre chose. Et à l'époque, il y a Courtrage May aussi, il y a tous les clips de la caution et tout. La caution, ça devient des amis. Voilà. Il y a Courtrage May, il me présente que ce soit Romain, Kim, Mladj, tout le monde, tu vois. Et je les vois, tu sais, réaliser. Je les vois faire des choses incroyables. Mais jamais je me projette là-dedans, tu vois. Jamais je me dis, moi aussi, je veux faire ça. Je suis spectateur et je suis admiratif de leur travail. Mais aujourd'hui, ça m'a grave aidé. J'ai tellement observé, tu vois. J'étais tellement dans l'observation, etc. Je me disais, ok. Qu'à un moment donné, ça m'a servi de ouf. Ça m'a servi de ouf, de dingue. Donc, c'est aussi un moment important de ma vie et de
ce qu'on va appeler après ma carrière, tu vois. Et voilà, après, je suis dans la presse, j'écris jeux vidéo, cinéma, tout ça. Et après, la presse, elle se casse la figure. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Donc, je commence et je touchais, tu vois, au début, je touche 300 €. Je suis heureux. 300 €, je me dis, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je vais écrire ce que j'aime et je suis rémunéré. Et après, je viens à toucher 1200 balles et je suis heureux aussi, tu vois. Je suis grave heureux. Je me dis, ça y est, je vis ce que je croyais être vivre. Je vis de ce que j'aime. Et quand ça se casse la figure et que les magazines ferment les uns après les autres, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ça que je veux faire, en fait. Tu crois, je peux plus retourner taffer ailleurs C'est pas ça, ma vie. J'ai trouvé ma voie, en fait. Tu vois, j'ai trouvé ce que je veux faire et ce qui m'anime et ce qui me plaît. Bien. Et après, il se passe d'autres choses. Hein. Et je t'ai dit, c'est très long. Hein, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu sais, nous, c'est ces histoires singulières, là, très deep qu'on veut entendre, tu vois. Mais du coup, c'était finalement le pied à l'étrier. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Mouloud croit en toi, finalement? Parce que j'imagine que c'est pas la première personne qui frappe à sa porte, entre guillemets. Mais j'ai même pas frappé à sa porte. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets, c'est peut-être pas Mouloud, là. C'était mon ami. Tu vois, moi, je voyais ce qu'il faisait, j'étais content pour lui. Comme je t'ai dit, je lui ai jamais dit, hey, Mouloud, s'il te plaît, comment on fait pour... Ouais. Mais non, parce que je croyais que j'avais pas les capacités pour. Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Je sais pas. Mais aujourd'hui, je le remercie et pareil, j'ai une profonde gratitude. D'accord. Parce que il y a une chose qui est importante pour moi, c'est quand les gens ils me donnent de la confiance, je veux leur rendre cette confiance. Bien. Et je veux les rendre fiers. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pendant longtemps, mon travail, je voulais pas que Mouloud se dise, ah merde, en fait, je me suis trompé sur lui. Je voulais juste qu'ils se disent, ouais, en fait, j'ai cru en lui et il y avait une bonne raison. Tu vois? Bien, carrément. Donc, je sais pas ce qu'il a vu en moi. Moi, je croyais pas. Je croyais pas que c'était possible. Et quand la presse se casse la figure, il me dit quoi? Il me dit, mais vas-y, fais une vidéo et envoie différents trucs et tout, de la vidéo. Je dis, mais Mouloud, t'as vu ma tête? Je dis, jamais personne. Il me dit, mais vas-y, fais-le. Il me dit, fais-le. Il me dit quoi? Tu veux retourner être caissier? Il me dit, peut-être. Et je te jure, je me souviens. Hein. Je me souviens exactement où je suis, la conversation que j'ai avec lui. À ce moment-là, je suis dans le 17e, rue Berzelius. Il me dit quoi? On est au téléphone et je dis, ouais, c'est chaud quand même et tout. Et il me dit, envoie les trucs et tout, et tout, et tout. Et je dis, ouais, mais ma tête. Il me dit quoi? Parce que j'ai cherché des tafs de caissier pour gagner ma vie. Il me dit, bah alors ta vie, c'est peut-être pas ça. Ta vie, c'est peut-être d'être caissier alors. Si tu veux pas faire les choses pour. Il me dit, bah retourne faire caissier. Et je me rappelle encore, tu vois. Et il a raison. J'ai démarché, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Et je suis tellement fier là qu'il sorte son film. Je suis tellement heureux pour lui. Bien. Et j'espère que ça va marcher parce qu'il a mis tellement de cœur dedans, tellement de sincérité. Et ça raconte tellement plus de choses que de la simple comédie. Donc voilà. Non, en tout cas, c'est terrible. Et le message est passé. On le salue au passage, Mouloud. Moi, ce qui m'interpelle chez toi, c'est vraiment le côté humain, le social. Tu sais, moi, je te suis même sur les réseaux, etc. La manière avec laquelle tu parles avec tes followers, ton côté humain, ta bienveillance, etc. J'ai l'impression que malgré le succès que tu as, succès, c'est peut-être un euphémisme, mais tu m'as compris. Malgré tout ce que tu représentes, etc., t'oublies pas tes racines. T'oublies pas t'oublies pas quand t'avais pas d'électricité, etc. Et tu peux en parler. En fait, pour moi, il y a même pas un effort là-dedans. Pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire que il y a un truc intéressant quand tu disais comment je dialogue avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est justement que moi, déjà, je prends pas les gens pour des fans. Tu vois ce que je veux dire? Bien. C'est pas t'es fan de moi. Non, c'est pas ça. C'est t'apprécies mon travail. Je suis super content. Mais vas-y, frère, je suis comme toi, je suis un humain. On parle, etc. C'est-à-dire, tous les gens que je rencontre dans la rue, je te jure, c'est que du positif. Et je rencontre vraiment une variété de profils, des gens qui viennent de différents horizons sociaux, culturels, des tranches d'âge complètement différentes. Et ça me touche grave. Les gens, ils m'apportent grave de la force. Bien. Et les réseaux, moi, je remercie. Aujourd'hui, on crache sur les réseaux. Et je peux comprendre le pourquoi du comment, parce qu'il y a un côté pervers parfois, etc. Maintenant, moi, les gens qui me suivent sur les réseaux, encore une fois, je ne les considère pas comme des fans, mais comme des gens à part entière. Et chacun a son histoire, chacun a des choses à raconter, et chacun a une expérience propre. Et je kiffe voir les gens. Vraiment, vraiment. Et je kiffe dialoguer avec eux. Et la force qu'ils donnent. On parlait de côté humain.
Mais les trucs de fou qu'on a pu faire avec les réseaux, Bien. sauver de l'argent, sauver des gens avec du matériel médical, avec Twitter, Excellent. juste avec la force de Twitter, avec la force des gens. Des distributions de fournitures scolaires. Là, on est en train de mettre en place un système de soutien scolaire. J'ai eu des centaines de profs qui m'ont répondu présents pour aider les jeunes. Et il y a une chose qui est importante, qui est extrêmement importante. Moi, je m'adresse pas aux pauvres, je m'adresse pas aux riches, je m'adresse pas aux noirs, je m'adresse pas aux arabes, je m'adresse pas aux musulmans, je m'adresse pas aux juifs, je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté communautaire dans mon dialogue. Et c'est extrêmement important. Je suis ce que je suis. Je suis français, blanc, musulman. Mais je ne m'arrête pas que à ce qui va me toucher, moi, personnellement. Excellent. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, quand un Asiatique se fait agresser parce qu'il est asiatique, je ne suis pas touché, je suis quoi alors ? Mais c'est clair et Je net. suis une ordure. Si, quand une personne noire se fait insulter à cause de sa couleur de peau, je suis pas touché par ça, je suis qui alors ? Si une personne d'un milieu rural va se suicider parce que son métier est trop dur et il n'arrive pas à s'en sortir, ça me touche pas. Pourquoi ça me toucherait pas ? Parce que je suis pas issu de ces communautés Mais bien sûr que ça me touche. Il est où l'humanité ? Elle est où sinon ? Moi, je suis un humain. Je suis comme tout le monde. Après, évidemment, parfois, je raconte des choses de mon vécu qui vont toucher plus certains types de populations parce qu'elles sont passées par là. Mais quand je parle aux gens, je m'adresse à tout le monde. Je fais pas de distinction. C'est-à-dire que vraiment, et tu pourras voir, quand, par exemple, la dernière fois, je suis parti à Charleville-Mézières pour un mariage. Et j'ai dit, sur Twitter, vas-y, qui est à Charleville-Mézières ? Venez, on se capte vite fait et tout. Et là, j'ai eu des dizaines de personnes qui sont venues. Il y avait de tout type de personnes. Et ça m'a fait plaisir juste de les voir, parler un petit peu et tu vois, rencontrer les gens. Et moi, vraiment, aujourd'hui, si modestement, très modestement, je peux servir à quelque chose, aider même une personne, Excellent. eh ben, tant mieux. Excellent. Eh bien, tant mieux. À un moment donné, je suis pas mieux que qui que ce soit. Je suis pas mieux parce que aujourd'hui on dit que j'ai réussi. Ça veut dire quoi réussir ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, alhamdoulilah, je vais pas faire le mec. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais de précarité. Je suis plus dans cette précarité. Dieu merci. Mais ça veut dire que ça me touche pas. C'est-à-dire qu'un mec qui va ou une meuf qui va pas avoir de quoi manger, ça va pas me toucher aujourd'hui. Mais bien sûr que si, ça va me toucher. Quelqu'un qui va être... et là, je parle des mecs, etc. Mais même les femmes, tu vois. Aujourd'hui, on est dans une société où la femme, c'est compliqué pour elle. Que ce soit le harcèlement, le sexisme, etc. Mais ça aussi, ça me touche. Mhm. Pour moi, l'humanité, c'est ça. Bien. Et pour moi, c'est pas forcé. C'est-à-dire que c'est naturel. Encore une fois, s'il y a bien un truc que je fais pas, moi, je joue pas un rôle. C'est-à-dire que... Et c'est ça que j'aime. Quand les gens ils me rencontrent, ils me disent « Ah ouais, t'es pareil que sur Twitter ou à la télé. » Mais bien sûr, je suis le même, frère. Bien. Je vais pas jouer un rôle. C'est-à-dire que si je te dis bonjour, en vrai, je te dis bonjour sur Twitter aussi. Et quand je peux répondre au maximum de gens, je le fais. C'est pas toujours possible, mais voilà, c'est important. Bien. En fait, on est un ensemble de choses. On est un maillon, tu vois. Bien sûr. Donc, Et aujourd'hui, t'es papa. Ouais. Ton fils a bientôt 18 ans. Comment tu le protèges des dangers des réseaux sociaux, par exemple ? Alors, Est-ce que tu as un droit de regard sur tout ce ouais, qui... bien sûr. Ouais. Mon fils, il a pas de réseau. Ok. Voilà. Là, il a voulu, à un moment donné, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Je dis, écoute, si tu veux des réseaux, d'accord, mais mets-toi en privé, et voilà. Donc voilà, il a fait son choix, et voilà. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Les réseaux, quand tu cherches le bien, tu trouves le bien. Quand tu cherches le mal, tu trouves le mal. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un certain discernement pour affronter certaines choses, notamment sur Twitter. Il faut avoir un certain recul et une certaine maturité pour l'appréhender. C'est aussi simple que cela. Je lui dis pas, hey, c'est interdit pour toi les réseaux. Je lui dis, regarde, ce que tu vas y trouver, parfois tu ne l'as pas cherché, mais parfois tu vas le trouver. Tu vas voir des choses parfois qui sont dures que tu n'as pas voulu voir. Donc voilà, en vrai, il faut limite une éducation aux réseaux sociaux. C'est pas le mal, c'est pas le bien,
mais il faut faire attention C'est clair. et il faut s'en servir à bon escient. C'est clair. Voilà. Et ma C'est- fille, elle en a pas du tout. Ma fille, qui est plus jeune, hein, les réseaux sociaux, non, non. Enfin, Tu l'interdis. bah oui, elle a Elle est 10 trop ans, elle a jeune. pas de téléphone déjà, tu vois. Bien. Voilà, elle a pas de téléphone. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les petites à 10 ans ont des Tu vois, téléphones. ma fille, elle appelle qui Écoute, elle joue, elle fait des montages sur son iPad, elle fait ses trucs, elle est super créative, et tant mieux, elle est heureuse dans son monde, dans son univers. Elle n'a pas forcément... On va pas se créer des besoins... C'est vrai, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Quand elle aura un besoin de s'informer, de dialoguer, d'avoir... Il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, son lien social, elle l'a, tu vois. Elle est à l'école, elle a ses copines, elle voit ses copines, elle joue chez elle, ses copines jouent chez moi. Voilà, c'est très bien. Mhm. Mais je dis encore une fois, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il faut juste savoir s'en servir. C'est bien vrai tout ça. Et tu viens de le dire, tu gagnais plutôt bien ta vie, etc. Comment tu as développé tous ces partenariats, toutes ces choses-là? Aujourd'hui, tu es un designer, toi qui étais un féru de basket, qui est un fan de basket, etc. On veut tout savoir. Bah, en fait, il y a plein de choses. Comme je disais, j'ai fait de mes passions mes métiers, donc j'ai plein de métiers différents. Pour celui de designer, j'ai toujours voulu faire ma paire, tu vois. Et maintenant, j'en suis à mes paires. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu... Moi, je suis un fan de sneakers depuis toujours. Et puis, c'est une rencontre, parce que vraiment une rencontre, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai une connaissance qui voudrait te rencontrer parce qu'elle voudrait te proposer un projet et tout. Et donc, on commence à parler et on matche bien, humainement. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est le point de départ, il est là. Et il me dit, ouais, voilà, j'aimerais bien qu'on taffe ensemble pour une chaussure et tout. Je dis, bah, ok, vas-y. Et donc, il y a un projet qui est amené. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas juste designer un truc, un colorway et ci et ça. Je voulais aller plus loin. Et il s'avère que plus on discute et plus on se dit qu'on va faire une collaboration avec un jeu vidéo parce que ça fait sens dans le storytelling de l'action qui va être menée autour des 40 ans de la marque Courir. Et donc, je recherche et tout. Je contacte les ayants droit. En l'occurrence, c'est Pac-Man, parce que Pac-Man fêtait les 40 ans du jeu au même moment que les 40 ans de Courir. Et moi, je devais incarner une décennie, c'était la décennie 80. Et donc, Pac-Man, c'est un des jeux les plus populaires des années 80. Sauf que Pac-Man, aujourd'hui, les jeunes, ils en ont rien à cirer. On va se le dire. Donc, on fait ce choix de prendre Pac-Man, mais en ayant en tête que on sait que ça va pas parler aux jeunes et que c'est pas Mario. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui a traversé les générations, qui est super populaire. Mais dans l'histoire qu'on raconte, c'est cohérent. À partir de ce moment-là, moi, je mets la sincérité dans le truc. On commence donc c'est avec Puma, la marque en l'occurrence sur mon ancienne collaboration, c'était Puma. On commence avec les équipes à vraiment penser comment faire le truc et tout. Et moi, je voulais vraiment un truc qui aille loin. Donc, on a vraiment, vraiment poussé le modèle loin. C'était un modèle imposé, mais tout ce qu'il y a autour, on a vraiment été le plus loin possible. Et donc, je contacte l'ayant droit parce qu'il faut dealer les droits. Comme je connais bien ce milieu-là, j'ai les contacts nécessaires, tu vois. Donc, ça se fait assez facilement et rapidement, alors que c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai le droit de communiquer que 24 heures avant la sortie. Même pas 24 heures. Je me rends compte, en fait, le soir, avant la sortie, je me dis, mais en fait, c'est ma paire que je sors le lendemain. J'avais pas conscience. Et c'est un rêve de gosse. Et là, je fais un tweet en l'annonçant. Et le tweet est partagé. J'ai beaucoup de gens qui me félicitent, etc. Machin. Je suis super touché. Je me dis, au moins, les gens, ils ont vu que je suis pas un menteur. J'ai une démarche sincère. Je me fous pas des gens qui aiment le jeu vidéo. Je me fous pas des gens qui aiment les sneakers. J'essaie de relier les deux mondes de la meilleure manière possible. Et puis, ça marche bien. C'est vite sold out. Hop, on a un restock. On a un deuxième restock. Ça marche très bien. Donc, je suis super heureux. Et je commence à nourrir des ambitions, tu vois. Je me dis, vas-y, en fait, j'ai kiffé. Je veux continuer à faire ça. Et l'histoire avec Courir, elle s'écrit bien. Elle s'écrit vraiment de belle manière. J'ai des propositions par des marques, ailleurs, par des groupes, etc. Mais moi, encore une fois, je marche au feeling. Et je dis, vas-y, on a commencé à écrire une histoire. Ils veulent continuer l'histoire ensemble. On continue ensemble. Donc là, il y a une autre collaboration qui va arriver à la fin de l'année. C'est pas une paire, mais plusieurs paires. C'est dans le domaine du manga. Et franchement, je pense, c'est pas avec Puma, c'est avec une autre marque. Et avec une marque avec qui j'ai super accroché. Et franchement,
je pensais pas qu'on allait pouvoir aller aussi loin dans la sneaker, Ah, dans bien. ce qu'on a proposé. C'est excellent. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qui est arrivé comme ça et j'ai toujours rêvé de faire. Après, tout le reste, pendant longtemps, je me suis mis moi-même des barrières. Et c'est des barrières que j'ai fait sauter au fil du temps parce qu'au départ, je me sentais pas légitime. Quand j'ai commencé à être journaliste, je me sentais pas légitime. Pas fait d'école. Vas-y, bah, là, j'allais à des avant-premières presse, je voyais tous les journalistes qui se connaissaient, etc. Moi, j'étais dans mon coin, je connaissais personne, tu vois. Et au fur et à mesure, je dis, la légitimité, c'est parce que d'où tu viens, de l'école, c'est ton travail, en fait, la légitimité. Travail, si ton travail est bon, c'est ça qui va te rendre légitime. Et aujourd'hui, je me fixe pas de barrières. C'est-à-dire que les seules barrières que j'ai, c'est pas des barrières, c'est un mode de vie, un leitmotiv, j'ai des valeurs que je tiens à respecter dans tout ce que je fais. Bien. Et tu me verras jamais faire une émission où je vais être vulgaire, où je vais avoir des gens dénudés ou des propos tendancieux, etc. Non, moi, je veux parler aux plus jeunes comme aux gens plus âgés, mais je veux... Le respect, c'est quelque chose d'important et sous toutes ses formes. Donc voilà, aujourd'hui, je me fixe plus de barrières. C'est-à-dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui viennent me voir avec des projets. Avant, je me serais dit, ah, mais ça, non. Moi, par exemple, quand je faisais que du jeu vidéo, je me dis, je vais pas faire une émission comme On n'est plus des pigeons, puisque je fais du jeu vidéo. Je me suis dit ça au début. La consommation, ça ne me regardait pas. Non, à partir du moment où c'est pris par le bon angle, j'y vais, quoi. Et elle ressemble à quoi, la journée type de Sébastien Abdelhamid? Ah, ça charbonne, hein. Ça charbonne de fou. Il y a une chose... je n'ai pas à proprement parler de vacances. C'est-à-dire que je travaille tout le temps. Et c'est pas... Je me plains pas. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir travailler. Mais il faut s'en rendre compte. Parce que j'ai ouvert ma société aussi, tu vois. J'ai un associé, on a ouvert une boîte de production qui marche très bien et une boîte de marketing qui marche très très bien grâce à Dieu. Donc il y a toutes ces casquettes cumulées. Ok. Dans la journée, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Je me lève très tôt, tu vois, 5h30 à peu près en moyenne. Donc il faut que j'écrive mes émissions. Après, il y a tous les projets, je dois écrire. L'écriture, c'est la base de tout ce que je fais, c'est la base. Moi, j'écris tout ce que je fais. Et après, il y a l'école pour les enfants. En fait, il n'y a pas de journée type parce qu'à un moment donné, je vais être en séance d'écriture toute la journée. Une autre, ça va être enchaînement de rendez-vous. Une autre, ça va être tournage. Il n'y a pas de journée type. Mais le mot d'ordre, c'est que ça charbonne. exactement. Tu vois, quand on dit ça charbonne, Ouais. eh bien, ça charbonne. Et j'en Bien. suis content. Et le samedi, le dimanche, etc. Après, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est que j'essaye d'avoir le maximum de temps aussi pour mes enfants. C'est-à-dire que c'est important, l'éducation. Tout à l'heure, on parlait de justement de la jeunesse, etc. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Je parlais des médiateurs, mais il y a le travail des parents qui est essentiel. Et que, évidemment, ton enfant, tu dois l'éduquer. Tu dois l'accompagner, tu dois être présent pour lui dans sa vie de tous les jours, dans ce qui va bien, dans ce qui va pas bien. Clair. Un parent, ça veut pas dire que ton enfant va être parfait. Ça veut dire que tu vas lui donner toutes les ressources pour affronter la vie et ses difficultés. Et c'est dur être parent. Être parent, c'est très, très dur. Et je peux dire aujourd'hui, moi, mes enfants, ils n'ont pas 2-3 ans, donc je suis passé par des stades différents, notamment l'adolescence, notamment du doute, notamment des envies, des ambitions, voilà, plein de choses. C'est dur d'être parent. Mais je suis fier de mes enfants. Bien. Mon fils, je suis fier de lui. Et je lui dis tous les jours, moi, je dis tous les jours à mes enfants que je les aime. C'est important. Donnez de l'amour à vos enfants. C'est bien. Donnez de l'amour à vos enfants, donnez de l'amour à vos parents, donnez de l'amour aux gens qui comptent pour vous. Moi, j'ai été dans une génération, la pudeur empêchait de dire certaines choses, de montrer certaines choses. Pour moi, l'amour est supérieur à la pudeur. C'est moi. Après, chacun, je donne pas de leçons. Chacun voit midi à sa porte et chacun agit de la manière qui lui semble la plus cohérente. C'est clair. Mais moi, j'ai pas de honte de dire à mes enfants que je les aime, à mes parents que je les aime. C'est extrêmement important. Et comment, là, du coup, aujourd'hui, on voit un homme accompli, un homme aguerri, un homme ambitieux, un homme heureux, et je vais arrêter les superlatifs, mais comment la maman voit son fils, voit le résultat ou du moins les résultats de son fiston? Comment le beau-père voit le fiston? Comment le papa voit le fiston? Aujourd'hui, j'ai plus que ma mère et mon père. D'accord. Mon beau-père, il nous a quittés il y a 2 ans. Mais il y a une chose est sûre, ils ont mis longtemps à réaliser, en fait. Et mon père... Paix à son âme. Pour mon beau-père, ouais. Mon père, lui, en vrai, pendant longtemps, il en avait rien à cirer de ce que je faisais. Oh. Mais c'est même pas volontaire, c'est juste... Ouais, voilà. Et quand j'ai fait les pigeons,
comme il y a des gens qui lui parlaient de ça, parce que ça touchait une autre tranche d'âge, tu vois, là, il a commencé à être fier, tu vois. Et là, il m'a envoyé un message pas plus tard qu'hier pour dire qu'il était fier de moi. Et ma mère, en fait, elle sait aussi, mon père aussi, ils savent par quoi je suis passé. J'ai eu vraiment des épreuves difficiles dans la vie. Et ma mère, ça fait bientôt 3 ans qu'elle vit avec moi parce qu'elle est gravement malade. Et il y a une chose que j'ai dit à ma mère, c'est que moi, j'ai essayé de... C'est dur, en fait, parce que quand tu essayes d'aider les gens et qu'ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes, c'est dur. Et tu vois, le problème de l'alcool de ma mère, j'ai essayé de résoudre ça, mais elle ne voulait pas, en fait, pendant des années et des années. Et il a fallu des événements très graves pour que, finalement, ça ne soit plus un problème. Mais j'avais donné ma parole à ma mère quand je suis parti, c'est que de lui dire que je ne l'oublierai pas, en fait, et que je ne la laissais pas tomber. J'ai dit, pour tout te dire, avec mon beau-père, j'ai eu une enfance très compliquée. On s'est battu, je l'ai détesté. Je lui ai souhaité les pires choses au monde parce c'était pas une bonne personne avec moi pendant longtemps. Pour autant, j'ai su pardonner. Et on a eu ce dialogue, en fait, pendant longtemps où il disait, je me suis mal comporté avec toi et toi, tu nous as pas oubliés. Pour moi, c'était très important. Et mon beau-père, avant qu'il décède, je lui ai dit, je te laisse pas tomber. Parce que j'ai pris ma mère chez moi. Et je dis, c'est pas parce que je prends ma mère parce qu'elle est très malade. Je dis, c'est pas pour autant que je te laisse tomber malgré tout, tu vois. Et je l'ai pas abandonné. C'est-à-dire que j'étais avec lui jusqu'à la fin. Jusqu'à son décès, j'étais là et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, rendre fiers mes parents, c'est important. C'est extrêmement important parce que, encore une fois, il y a un chemin. Et j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. Et encore une fois, c'est pas par la réussite financière. J'ai envie qu'ils se disent, mon fils aujourd'hui, il est heureux. Bah moi, je suis tranquille, tu vois. J'ai envie qu'il soit l'esprit apaisé. Et pourquoi j'ai pas fait non plus de conneries trop quand j'étais jeune, c'est parce que je voulais pas en rajouter à ma mère. Je savais que c'était difficile à plein de niveaux. J'avais pas envie de lui ramener les flics à la maison. J'avais pas envie qu'elle soit convoquée au commissariat. Elle y a été une fois et c'était même pas de ma faute. Et voilà, tu vois. C'est pour ça. Et vraiment, même mon père, j'ai des relations aujourd'hui, je suis hyper heureux parce que ça n'a pas été facile. Quand tu vis sans ton père, tu le vois que pendant les grandes vacances. Tu vois, c'est dur de construire une relation comme ça. Quand je suis venu habiter à Paris à 17 ans, c'était aussi pour ça, pour me rapprocher de mon père, etc. Mais c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai une relation, je voyage avec lui dans le monde entier. Je suis super heureux de ça. Et en fait, ma réussite, entre guillemets, aujourd'hui, faut qu'elle se répercute sur eux. C'est ça. Pour moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Bien. En tout cas, c'est très deep et très touchant ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça continue. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai toujours le truc où, on sait jamais ce qui peut se passer demain. C'est clair. Aujourd'hui, t'es là, demain, t'es plus là. On sait pas. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue à kiffer et à vivre ma vie comme ça, quoi. D'accord. Parce que c'est important. Moi, j'aime ce que je fais. Tout ce que je fais, mon taf, je kiffe. Je m'éclate et je suis un créatif. Donc, pouvoir créer, tu vois, dans les différents domaines, c'est génial. C'est incroyable. Donc, voilà ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. C'est au nom de toute l'équipe WeHustle. Et je vous le souhaite aussi. Et je le souhaite à tout le monde. Merci. Comme je disais, charbonner, travailler. Tout le monde ne peut pas être footballeur. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Tout le monde, ok. Mais faites ce que vous devez faire pour, en tout cas, réussir à chasser vos rêves. Ça fait plaisir. Et ce sera les mots de la fin. Ça fait plaisir en tout cas. Mais attends, l'équipe WeHustle n'a pas la paire. Tu nous as pas fourni. Tu aurais dû nous ramener les paires. Je peux pas vous ramener les paires là parce qu'on les a pas annoncées encore. Je te taquine, mon Mais promis, je vous envoie une paire dès que ça sort. Ça fait plaisir. Les messages, il est capté. Attention. Bien sûr. Ça fait plaisir. En tout cas, Sébastien Abdelhamid, donc une nouvelle fois, nous te remercions d'être passé. Merci pour ce bel échange. Très deep, très sincère. Ça nous touche énormément. C'est réciproque et voilà. Si quelqu'un peut se sentir concerné, tant mieux. Ça fait plaisir. C'était le Chairman et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme Sébastien Abdelhamid pour WeHustle. Mes paroles valent. Peace. We hustle, baby.